Salam alaikum. Donc, cette deuxième intervention rentre dans une continuité. Et j'ai bien apprécié la communication de madame, qui était aussi très pertinente, surtout qu'elle nous apporte des éléments peut-être nouveaux par rapport à la compétence. Aujourd'hui, dans le monde du sport, nous sommes un peu ancrés, là, nous sommes un peu enfermés dans des problématiques trop simples, qui ne s'attaquent qu'à l'activité en elle-même. Mais cette activité, elle est très large. Donc, comme madame l'a bien expliqué, il y a des compétences dures. Si on parle de compétences, par exemple, dans le sport, compétences techniques, tactiques, physiques, ce sont des compétences dures, claires. Mais il y a des compétences personnelles, des compétences plus molles, qui sont d'un ordre psychologique et qui sont très pertinentes dans le sport. Ces compétences psychologiques ont deux aspects. Ils ont un aspect peut-être émotionnel, et ils ont un aspect mental. Et aujourd'hui, toute la recherche dans l'activité sportive se dirige aujourd'hui sur cet aspect mental et psychologique. Pourquoi? Pour une seule raison, parce que arriver au haut niveau, je crois que sur le plan aussi bien morphologique que sur le plan physique, nous avons tendance à avoir des plateaux, arriver à des plateaux. À peu près, si on arrive à un joueur d'élite, par exemple, en première division, par exemple au football, par exemple, ou dans le karaté, ou dans le judo, ou dans n'importe quel sport, nous avons presque les mêmes qualités athlétiques et les mêmes qualités, la même morphologie à peu près. Pour un même poids, par exemple, en judo, ou en karaté, nous avons presque la même morphologie et nous avons presque les mêmes capacités athlétiques. Mais ce qui va faire la différence dans une compétition de haut niveau, c'est cet aspect mental, cet aspect psychologique qui va faire la différence. Donc, à partir de là, ces compétences, comme l'a si bien défini le sport, deviennent très pertinentes, en dehors des compétences spécifiques de la discipline en elle-même. En football, par exemple, il y a un concept qui commence à se développer, un concept qui existe et qui commence à se développer, c'est l'entraînement à la prise de décision. Alors ce concept, on a du mal à le situer. Est-ce qu'on doit le situer dans les compétences spécifiques, parler donc de compétences tactiques, ou est-ce qu'on doit le situer dans des compétences plutôt mentales, Et c'est de là que nous devons construire nos problématiques. Comment passer d'une problématique de jeu, une problématique tactique, à une problématique qui devient plus scientifique et conceptuelle, une problématique psychologique qui s'attarde sur l'aspect mental. Donc sur un plan psychologique, si on veut parler de prise de décision, ça sera un problème de perception, un problème d'attention, un problème de mémorisation, et un problème bien sûr de prise de décision. Ajouté à cela, il y a des aspects émotionnels qui vont influencer cette prise de décision. Si on est sur une logique tactique purement spécifique, donc on parlera des compétences spécifiques tactiques, c'est-à-dire si c'est des situations de jeu, on parlera de la compétence du joueur dans ces situations de jeu. Et ça sera sa capacité à cadrer le porteur, par exemple, sur une phase défensive, sa capacité à cadrer le porteur du ballon, sa capacité à assurer une bonne couverture, sa capacité à anticiper sur l'action. Et donc là, ça devient des compétences purement spécifiques. Donc de là découle notre réflexion. Comment construire cette problématique de recherche?
Donc, comme introduction, je dirais que la prise de décision est le processus par lequel les joueurs choisissent l'action la plus appropriée à exécuter dans le jeu. L'entraînement à la prise de décision, selon Vicker, est une approche visant à solliciter un effort cognitif accru chez les sportifs afin de mieux les préparer aux exigences tactiques de la compétition. Cette adaptation doit permettre aux sportifs de développer une plus grande autonomie et un meilleur transfert des compétences motrices dans les situations changeantes du jeu. Généralement, je crois que dans les années 80 ou dans les années 70, on s'intéressait plus à la motricité, on s'intéressait plus à l'aspect technique. Et on concevait la performance comme une association de compétences techniques. L'évolution du jeu a permis de développer une autre approche, l'approche du jeu, l'approche du jeu libre, où là, le jeu global, les situations globales, considérant que la compétence dans le jeu ne peut pas se développer que sur un aspect moteur, mais doit se développer sur un aspect relationnel. Et ça devient une relation entre les joueurs eux-mêmes. Et là, par le bas, dit que si on veut apprendre à quelqu'un à jouer au football, ou au basketball, ou surtout les sports collectifs et les sports à habilité ouverte, nous devons plus orienter les enfants ou les apprenants vers le jeu. Et cela permettrait de développer des compétences transversales. C'est-à-dire les joueurs vont développer une communication entre eux et on développera ce qu'on appelle une team collision, une connaissance d'équipe. Les joueurs apprendront à jouer ensemble. Bien sûr, avec le développement de la méthodologie, nous sommes allés encore plus loin et on a développé des situations problèmes pour développer l'aspect tactique. Ce n'est plus une relation entre les joueurs, mais c'est une adaptation aux situations de jeu. Une situation défensive, une situation offensive, une période de construction, une période de conservation, une période de finition. Donc tous ces aspects sont devenus adaptés à une situation, tous les aspects du jeu sont devenus adaptés à une situation de jeu que dépendante d'une activité motrice individuelle. Donc, tout cela, je peux le résumer dans cette figure. Cette figure, l'activité d'un footballeur est un processus dynamique au cours duquel une synergie prend forme entre la sensorimotricité, tout ce qui est moteur, tout ce qui est technique et physique, les fonctions cognitives, tout ce qui est mental, et bien sûr l'émotionnel, tout ce qui est psychologique. Pour donner corps, bien sûr, à une intelligence, pour donner corps et intelligence à une façon de faire et d'agir dans une situation sportive donnée, la situation de compétition. Pour cela, bien sûr, le meilleur support pour conceptualiser tout ça, c'est bien sûr les sciences. Donc, on a toujours, par exemple, avantagé dans le sport les prédicateurs physiologiques et les prédicateurs physiques, considérant le sport dépendant des qualités physiques et dépendant des capacités physiologiques. Bien sûr, cela ne peut se faire que si l'athlète est soutenu par quoi? Par des prédicateurs sociologiques. C'est le milieu qui permet de pratiquer du sport. Et c'est le milieu qui encourage à faire du sport. Et c'est le milieu qui permet d'atteindre le haut niveau. D'accord? Si on n'est pas dans un milieu propice, on ne pourra jamais s'entraîner comme pour faire de la performance. La performance doit être soutenue. Elle est soutenue, bien sûr, par un environnement socio-économique, bien sûr, qui va l'encourager et motiver les gens ou les sportifs à aller vers
cette pratique. Bien sûr, et le sommet de ma pyramide dépend bien sûr des prédicateurs psychologiques. Arrivé une fois qu'on a cette base de la pyramide, ce qui fera la différence, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça sera les prédicateurs psychologiques. Donc bien sûr, les prédicateurs physiques, c'est poids, taille du corps, diamètre thoracique, circonférence, tout ce qui est morphologique, la somatique et les dimensions du corps. Sur le plan physiologique, ça sera les capacités aérobies, l'endurance et la puissance aérobie. Sur le plan sociologique, on sera plus sur le soutien parental, le soutien socio-économique, l'éducation, l'interaction entraîneur-enfant, heure dans la pratique et le contexte bien sûr culturel. Là où on n'aime pas le football, où le football n'est pas populaire, on ne peut pas développer des athlètes de haut niveau. Et bien sûr, les prédicateurs psychologiques. Les prédicateurs psychologiques, on peut donc, comme je l'avais dit, les répartir en deux parties. Des connaissances perceptuelles et cognitives, l'attention, l'anticipation, la prise de décision, l'intelligence de jeu, creative thinking et les habilités technomoteurs. Et bien sûr, la personnalité. Le deuxième aspect des prédicateurs psychologiques, c'est la personnalité. Si on n'a pas une confiance en soi, un contrôle de l'anxiété, une concentration, une motivation, on ne peut pas garantir, bien sûr, les connaissances perceptuelles. Les connaissances perceptuelles seront perturbées automatiquement. Donc, revenons à la pratique en elle-même. Comment, de ces concepts, de ce concept de prise de décision, peut-on développer l'entraînement lui-même? L'éducateur, dans sa fonction d'apprentissage de la discipline, quelle que soit la discipline sportive, a deux concepts à gérer. Des concepts pédagogiques et des concepts didactiques. D'accord? Donc, les concepts didactiques concernent l'activité en elle-même, c'est-à-dire l'action spécifique ou le développement des compétences spécifiques à la discipline. Le concept pédagogique concerne sa relation avec le joueur. Sur quel point doit-il l'éduquer, doit-il l'orienter, ça concerne plus l'humain. Donc là, la didactique concerne l'activité sportive. La pédagogie concerne l'humain, concerne le joueur en lui-même. Donc ça, c'est une adaptation du triomphe de l'apprentissage de Lawson. Comment transposer ça dans l'activité footballistique? Il y a une difficulté. Dans toute situation du jeu, il y a une difficulté. Cette difficulté a besoin de répondre à deux questions essentielles. Quelles sont les deux questions essentielles? Comment faire avec ou sans ballon? Le joueur, dans une situation de jeu, que doit-il faire? Que doit-il faire? C'est la question qui revient à chaque situation de jeu et dans l'activité du jeu, elle revient à chaque moment, à chaque instant. Le deuxième aspect, alors la deuxième question sur laquelle nous devons répondre, c'est comment faire? Comment faire? D'accord? Donc, l'aspect quoi faire dépend d'une perception et bien sûr de la décision. De la décision. Comment faire? C'est l'exécution. Si on veut revenir à une terminologie plus scientifique, on parlerait ici d'aspect mental, d'aspect tactique, d'aspect moteur. Donc on réunit les trois aspects. Vous voyez que les trois aspects sont indissociables dans l'activité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vision de l'activité sportive dissociée, physique, tactique, psychologique et technique, aujourd'hui, elle est un peu révolue. Ces aspects ne peuvent pas être dissociés. Il faut créer cette synergie qu'il y a entre eux. Il faut trouver cette synergie. Si on ne trouve pas cette synergie,
en quelque sorte, nous avons une activité à disque continu, ou la coupée, où là, peut-être qu'on aura beaucoup de connaissances tactiques, mais dans le jeu, on ne perçoit pas ces connaissances tactiques. D'accord? Il y a une différence entre conceptualiser, avoir un concept, comprendre un concept, hein, et le percevoir. Hein, le percevoir dans le jeu. On peut théoriquement concevoir quelque chose, mais pratiquement ne pas savoir, hein, le mettre en vigueur. C'est ça la différence entre un théoricien et un praticien. Le praticien sait faire les choses, mais il ne sait pas les conceptualiser. Il ne sait pas leur donner, hein, des concepts. Le théoricien conceptualise, mais il ne sait pas les mettre en pratique. Voilà toute la différence entre les deux. Donc, la problématique de la prise de décision, comment construire cette problématique? Moi, je dirais que la problématique, on peut la diviser en deux. Une problématique au niveau de l'éducateur. Est-ce que le comportement didactique et pédagogique de nos entraîneurs favorise le développement de cette autonomie du joueur, hein? Et bien sûr, au niveau du joueur, quel impact entraîne chaque méthode sur le développement des mécanismes de prise de décision? Donc, il y a une problématique au niveau du joueur. Quelles sont les méthodes qu'on va utiliser pour développer cette prise de décision? Hein, méthode d'entraînement qu'on va utiliser pour développer ces mécanismes de prise de décision. Et bien sûr, une problématique au niveau de l'éducateur. Quelle pédagogie l'éducateur doit-il utiliser pour favoriser cette prise de décision? Je vais vous donner un exemple. C'est un match de haut niveau. Vous voyez comment le joueur est irrité par son entraîneur. Hein? Les directives de l'entraîneur ont irrité le joueur et ont perturbé son choix, sa prise de décision. Et l'entraîneur vient plutôt le joueur réagit émotionnellement, hein, d'une manière négative. Pourtant, c'est un match de haut niveau. D'accord? C'est un match de haut niveau. On voit bien que le joueur, il a été irrité par les directives, hein, de l'entraîneur, malgré que c'est un joueur expert, hein, à ce niveau on parle de joueur expert, c'est un joueur expert, l'entraîneur l'irrite par quoi? Par des directives, hein, qui perturbent cette prise de décision. On va voir une autre image. Je vois l'équipe d'Algérie en 1986. Comment cette équipe est arrivée à créer une certaine cohésion de haut niveau contre une équipe, hein, qui était considérée l'une des meilleures équipes du monde, le Brésil. Pourtant, on ne reconnaît pas cette qualité qu'on reconnaît à Guardiola. Guardiola, on dit que c'est un grand tacticien, hein, mais ce qu'on réalise l'équipe nationale, hein, l'entraîneur n'a aucun mérite dans cette situation. Vous le nombre de passes et l'adaptation aux situations de jeu. Hein? Guardiola n'existait même pas. Il faut dire que Guardiola n'a pas inventé le jeu. Enfin, n'a pas inventé le jeu. Comme on veut parfois le prétendre. Donc à partir de là, moi j'ai mis, à partir de cette conceptualisation un peu, j'ai mis deux formes d'hypothèses. Une hypothèse concernant l'éducateur et sa pédagogie. Je dirais que nous supposons que le comportement didactique et pédagogique de nos entraîneurs, formateurs, ne permet pas de développer le développement plutôt d'une autonomie du joueur dans la prise de décision durant le jeu.
nous pouvons vérifier cela selon Vicaire en examinant 7 outils pédagogiques. Quels sont les outils pédagogiques? La variabilité de la pratique, simulation de la compétition, les feedbacks donnés, le questionnement du joueur, les feedbacks vidéo et la complexité dès le début. Créer la complexité dès le début est très important. Parce que c'est à partir de cette complexité que le joueur commence à développer sa réflexion. Si on le met dans des situations simples, il ne pourra jamais développer sa réflexion. Les feedbacks vidéo, le voir toujours ce qu'on a fait. Hein? Le voir par vidéo. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut permettre de revoir les séances d'entraînement. Dans tous les camps d'entraînement, maintenant dans les centres de formation, les stades sont bourrés de caméras. Tout ça pour revoir ce qu'on a fait à l'entraînement, avant la compétition. Hein? Les feedbacks donnés. Parfois, on donne des feedbacks qui m'envoient de jugement, pas des feedbacks de tâches. D'accord? On ne corrige pas la tâche. Au lieu de corriger la tâche, on corrige l'ego. Quand on corrige l'ego, le joueur il est figé. Il a l'impression qu'on attaque sa personnalité. Et là, ce sont des erreurs pédagogiques. Et à partir du moment où on attaque la personnalité, qu'est-ce que fait le joueur? Il va éviter tous les comportements qui ne lui permettent pas d'être gratifié. Et ça sera un manque au niveau de son apprentissage. Stimulation de la compétition, créer toujours des exercices où il y a de la compétition, et la variabilité de la pratique pour apprendre une habilité sportive, une habilité bien précise. Si on ne crée pas si on apprend toujours dans un même registre, on ne peut pas développer cette habilité. Par exemple, habilité de la passe ou du dribble ou la conduite de balle. Si on ne crée pas la variabilité dans l'apprentissage, on ne développe pas cette richesse au niveau de la modélisation et au niveau et bien sûr la modélisation. Septièmement, la modélisation. Toujours présenter aux jeunes des modèles de jeu, des modèles de joueurs qui permettent le développement. Donc ça c'est la problématique concernant l'éducateur. La problématique concernant la méthodologie d'entraînement, sur la deuxième hypothèse, sur l'activation des mécanismes de l'activité sportive selon la méthodologie utilisée. Alors là, je mets en place un tableau et je dis, nous avons la méthode analytique, la méthode globale et la méthode des situations problèmes que je viens de citer. Ces méthodes vont bien sûr activer quoi? Des mécanismes perceptifs, des mécanismes de prise de décision, des mécanismes d'exécution et bien sûr une interaction émotionnelle. Et on voit par exemple au niveau des mécanismes de prise de décision, si parmi les hypothèses qu'on met en place, je me dis que la méthode analytique ne permet pas de développer cette prise de décision. L'activation elle est nulle. Par contre la méthode globale, l'activation est instinctive. Pour ce qui est des méthodes des situations de problème, l'activation est orientée. Donc, à partir de là, j'arrive à construire donc, une problématique d'un concept de terrain. On est revenu à un concept théorique pour revenir à un concept de terrain et émettre une problématique et une hypothèse qui permettrait donc d'activer dans ce champ d'investigation. Donc, après, il faut déterminer les outils. Quels sont les outils qui vont nous permettre d'entamer cette recherche? Alors, c'est sur ça que travaillent les gens. Dans la recherche, ils travaillent sur les outils. Quels sont les outils qui permettent de vérifier leurs hypothèses et de vérifier leurs problèmes? Donc, je vous par exemple, ça c'est un des outils pour la prise de décision. La performance cognitivo-motrice des joueurs de football, on voit cet outil nous permet quoi? Nous permet de déterminer
la réaction du joueur face à la situation de jeu. Hein. C'est une situation soit virtuelle, soit image virtuelle, soit comme vous le voyez derrière, c'est des ombres, où le joueur doit faire une passe bien précise, là où apparaît l'ombre, là où apparaît cette ombre, cette lumière, apparaît la lumière. Donc ça permet de déterminer le temps d'action, de réaction plutôt, le temps de réaction, le temps de contact avec le ballon, et la justesse de l'exécution. Est-ce que l'exécution est juste? Donc, c'est une réaction cognitive d'abord. Cognitive. Donc, il y a perception, analyse, exécution, prise de décision. Donc, ça c'est cognitif. Et il y a une action motrice. C'est l'exécution du geste technique de passe. On pourrait trouver d'autres outils. Par exemple, on a développé aussi des outils plus spécifiques à la discipline, comme évaluer le comportement tactique et technique à travers un jeu réduit, 3 contre 3. Il y a une tablette avec plein d'indicateurs où on détermine la justesse de l'intervention défensive ou la offensive du joueur et le temps de réaction. Le temps de réaction par rapport à cette situation. Il y a le Tactic Hop, test qui évalue les connaissances tactiques à travers des vidéos et théoriquement basé sur les principes tactiques de base du football. Donc tous ces outils sont à développer dans la recherche pour déterminer le meilleur moyen d'arriver bien sûr à des résultats qui répondent à nos problématiques. Merci pour votre attention.